Bienvenue à la session 1, Anatomie et fonctionnement respiratoire de la BPCO. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail le fonctionnement de la respiration ainsi que les mécanismes des pathologies pulmonaires. En comprenant comment la respiration fonctionne, quel est son rôle, ainsi que les mécanismes sous-jacents des maladies pulmonaires, vous serez en mesure de mieux comprendre votre situation et votre traitement. Cette connaissance approfondie vous aidera à appréhender de manière plus complète les enjeux liés à votre santé respiratoire. Voici les objectifs de cette session. 1. Comprendre le fonctionnement respiratoire. 2. Appréhender les conséquences de la maladie sur l'appareil respiratoire. Et enfin, 3. Comprendre le principe général de votre traitement. Commençons tout de suite par une question fondamentale. Pourquoi respirons-nous ? L'appareil respiratoire humain comprend deux poumons qui ont un double rôle. Le premier est d'apporter aux organes et aux muscles de l'oxygène sous forme de dioxygène, autrement connu sous le terme O2. Tandis que le second rôle est de permettre l'élimination du déchet respiratoire, le dioxyde de carbone, autrement appelé CO2. Cette fonction vitale de l'appareil respiratoire assure un équilibre essentiel pour notre corps. Maintenant que nous comprenons l'importance de la respiration et de l'oxygène qu'elle apporte, explorons plus en détail le rôle de l'oxygène dans notre organisme. L'oxygène est utilisé de plusieurs manières essentielles par notre corps. Il joue un rôle crucial dans la lutte contre les agents pathogènes et dans le contrôle des radicaux libres, assurant ainsi notre santé et notre protection contre les maladies. Cependant, ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est le rôle de l'oxygène dans la synthèse de l'énergie. En transformant en énergie les nutriments provenant de la digestion, l'oxygène agit comme un carburant indispensable pour notre métabolisme. Cette transformation énergétique permet à notre corps d'accomplir ses différentes fonctions et de maintenir notre vitalité. Il est donc clair que l'oxygène que nous respirons ne se limite pas à un simple élément présent dans l'air. Il est véritablement essentiel en tant que carburant fondamental pour la synthèse de l'énergie. Énergie elle-même nécessaire au fonctionnement optimal de notre organisme. Après avoir examiné en détail le rôle de l'oxygène dans notre organisme et exploré son lien étroit avec la synthèse d'énergie, concentrons-nous maintenant sur la structure du système respiratoire. Le système respiratoire est composé de deux éléments essentiels, les voies respiratoires et les poumons. Les voies respiratoires comprennent les fosses nasales, la cavité buccale, le pharynx, le larynx, la trachée et les bronches. Ces voies servent de passage pour l'air entrant et sortant des poumons. Les poumons, quant à eux, sont composés de bronches plus petites appelées bronchioles et d'alvéoles qui sont de minuscules sacs aériens. Ce sont précisément dans ces alvéoles que se produisent les échanges essentiels entre l'air inspiré dans les poumons et le sang circulant dans notre organisme. Lors de l'inspiration, le muscle diaphragme se contracte et la cage thoracique s'élargit, permettant à l'air de pénétrer dans les voies respiratoires, puis dans les poumons. L'air atteint ensuite les alvéoles, permettant au sang de se charger en oxygène. C'est également à ce moment que le sang libère le dioxyde de carbone comme déchet respiratoire. Pour s'en débarrasser et l'éliminer dans l'atmosphère, l'organisme entame alors le processus d'expiration. Le diaphragme se relâche et l'air est expulsé vers l'extérieur, marquant ainsi la fin du cycle respiratoire. La fonction principale de l'appareil respiratoire est de fournir à l'organisme du dioxygène et de le débarrasser dans le même temps du dioxyde de carbone. Lorsqu'on inspire, l'air entre dans le nez, puis traverse les voies nasales, le pharynx et le larynx. Il descend par la trachée et atteint les bronches, petites voies respiratoires qui se divisent en voies plus petites, les bronchioles. Aboutissant aux alvéoles, petits sacs fragiles en forme de grappe. L'air pénètre donc dans les poumons jusqu'au fond des alvéoles
Et c'est là que se produisent les échanges gazeux entre l'air et le sang. C'est-à-dire que le dioxygène quitte l'air pour passer dans le sang et le dioxyde de carbone s'échappe du sang pour être rejeté dans l'air. Il est ensuite expulsé dans l'atmosphère par l'expiration. Les échanges se font au niveau des capillaires, vaisseaux sanguins très fins qui tapissent la paroi des alvéoles. Les alvéoles étant au nombre de 600 à 800 millions, la surface totale de contact entre l'air et le sang dans les poumons avoisine les 100 mètres carrés, soit l'équivalent de la surface d'un terrain de tennis. La grande taille de cette surface d'échange alvéolaire, richement vascularisée, augmente la quantité de dioxygène entrant dans le sang. Le sang, qui était pauvre en dioxygène à l'entrée des alvéoles, en ressort enrichi. Il quitte les poumons par la veine pulmonaire pour aller irriguer les différents organes du corps. Il retourne dans le cœur qui, agissant comme une pompe, le propulse à travers le système sanguin afin que le dioxygène soit distribué à tous les organes. Et c'est au niveau des cellules des organes que s'opère l'échange inverse de celui des poumons. Le sang délivre le dioxygène nécessaire au métabolisme cellulaire. Sa consommation par la respiration cellulaire libère un déchet, le CO2, qui, récupéré par le sang, est reconduit aux alvéoles pulmonaires. En somme, le rôle du système respiratoire est donc d'une part de capter le dioxygène de l'atmosphère afin de le distribuer dans le sang, d'autre part d'extraire le CO2 du sang pour l'expulser dans l'atmosphère. Jusqu'à présent, nous avons examiné le fonctionnement naturel de la respiration. Maintenant, plongeons dans ce qui se produit au niveau ventilatoire lorsqu'une personne souffre d'une maladie respiratoire. La bronchopneumopathie chronique obstructive, autrement appelée BPCO, est une inflammation chronique des bronches qui entraîne une diminution des capacités respiratoires. Cette inflammation provoque un rétrécissement des bronches et endommage leurs parois, créant ainsi une obstruction bronchique. En conséquence, l'air a du mal à circuler, ce qui se traduit par une diminution du débit d'air et provoque l'essoufflement, également connu sous le nom de dyspnée. Dans le cas de l'asthme, le mécanisme est similaire à celui de la BPCO, mais il est entièrement réversible grâce aux bronchodilatateurs et au traitement anti-inflammatoire des voies respiratoires. L'emphysème, quant à lui, peut être une complication de la BPCO. Il se caractérise par une détérioration progressive de l'élasticité des alvéoles pulmonaires. Cela entraîne des modifications de leur structure, une augmentation de leur taille et une diminution de leur surface d'échange avec le système sanguin. Par conséquent, l'oxygène rencontre des difficultés à pénétrer dans le sang et le dioxyde de carbone a du mal à en sortir. En somme, ces conditions respiratoires altérées représentent des défis importants pour le processus de respiration, affectant la capacité de l'organisme à recevoir une oxygénation adéquate et à éliminer efficacement le dioxyde de carbone. Ces maladies respiratoires peuvent provoquer toute une gamme de symptômes qui impactent la qualité de vie des personnes concernées. Ces maladies respiratoires peuvent provoquer toute une gamme de symptômes qui impactent la qualité de vie des personnes concernées. Les symptômes les plus courants de la BPCO comprennent la toux persistante, les expectorations de mucus, l'essoufflement, une diminution du taux d'oxygène dans le sang et le déconditionnement musculaire. Après avoir identifié les symptômes récurrents,
Explorons maintenant les origines de la maladie. Il est important de comprendre que la consommation de tabac est la principale cause de la BPCO, représentant environ 90% des cas. Cependant, il convient également de noter que d'autres irritants bronchiques, tels que ceux présents dans l'environnement professionnel, peuvent aggraver la maladie ou même en être la cause. Ainsi, il est primordial de souligner l'importance de l'arrêt du tabac dans la gestion de la BPCO. Mettre fin à cette habitude nocive peut avoir des effets bénéfiques considérables. Non seulement cela contribue à stabiliser la fonction respiratoire, mais il est également possible d'observer une récupération partielle des capacités respiratoires. A l'inverse, persister dans la consommation de tabac ne fait qu'accélérer inéluctablement le déclin des fonctions pulmonaires. Il est donc essentiel de prendre en compte ces éléments et de comprendre que l'arrêt du tabac peut réellement améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de BPCO, en préservant au mieux leur capacité respiratoire. Arrêter de fumer est toujours positif, quel que soit le moment. Explorons maintenant l'un des symptômes majeurs associés aux maladies respiratoires, l'essoufflement. L'essoufflement est l'un des symptômes les plus fréquents et les plus handicapants dans ces pathologies. La sensation de dyspnée peut être décrite comme une spirale. Aussi, voyons ensemble les répercussions pratiques de cette spirale. Au début, lorsque quelqu'un souffre d'une maladie respiratoire, l'essoufflement survient principalement lors des efforts physiques. Cela peut se manifester lors de la course, de la marche rapide, du port d'objets lourds ou de la montée des escaliers. Pour éviter l'essoufflement, la première réaction est souvent d'éviter les situations qui déclenchent ces symptômes, en arrêtant le plus souvent les efforts physiques. Cependant, cela conduit à une diminution de l'activité physique et à un mode de vie plus sédentaire. Cette sédentarité entraîne progressivement une perte de condition physique. Plus la condition physique diminue, plus les muscles sont affectés. Ils perdent en volume, réduisent leur capacité à se contracter pour accomplir des tâches et deviennent moins endurants. De plus, ils nécessitent de plus en plus d'oxygène pour fonctionner correctement. Par conséquent, il devient stressant de penser à faire le moindre effort et l'essoufflement s'accentue en raison de la faiblesse musculaire pendant les activités. L'idée de ne plus pouvoir réaliser des activités simples sans être essoufflé peut alors entraîner découragement et stress, pouvant potentiellement conduire à un handicap respiratoire et, dans certains cas, à la dépression. Heureusement, il existe une dynamique positive qui peut permettre de retrouver une meilleure fonction respiratoire malgré une certaine forme d'invalidité initiale. Cette spirale vertueuse implique plusieurs étapes importantes. Tout d'abord, il est essentiel de suivre le traitement médical prescrit en veillant à une prise régulière et appropriée des médicaments. Ensuite, un accompagnement attentif et un soutien adapté sont nécessaires pour aider le patient à naviguer à travers les défis liés à sa condition respiratoire. Le réentraînement physique joue également un rôle clé dans cette démarche. Il s'agit d'un processus progressif visant à rétablir et renforcer les capacités respiratoires à travers des exercices et des activités physiques spécifiques. Parallèlement, il est important d'apprendre les techniques de maîtrise de la respiration qui aident à mieux gérer l'essoufflement et à optimiser la fonction pulmonaire. La nutrition joue également un rôle important dans cette spirale vertueuse, car une alimentation équilibrée et adaptée peut contribuer à soutenir la santé pulmonaire et à renforcer le système immunitaire. Enfin, l'adaptation aux situations de la vie quotidienne est essentielle. Cela implique de prendre en compte les limitations respiratoires et d'ajuster les activités et l'environnement en conséquence. Le tout afin de préserver au mieux le souffle retrouvé. Dans cet ensemble, la réhabilitation respiratoire occupe une place significative. Elle regroupe différentes approches thérapeutiques visant à améliorer la fonction respiratoire, la tolérance à l'effort et la qualité de vie globale des patients atteints de maladies respiratoires. En conclusion, cette spirale vertueuse, qui comprend le traitement médical,
l'accompagnement, le réentraînement, l'apprentissage, la maîtrise du souffle, la nutrition et l'adaptation, ainsi que la réhabilitation respiratoire, offrent des perspectives prometteuses pour améliorer la condition respiratoire et retrouver un souffle optimal. Pour résumer quelque peu ce qui a été abordé durant cette vidéo, nous pouvons dire qu'au cours de notre respiration, l'air pénètre dans nos voies respiratoires et se dirige vers les alvéoles pulmonaires. C'est là que l'oxygène contenu dans l'air se mêle au sang, le charge en oxygène et en retour capte le dioxyde de carbone qu'il transporte avant de le relâcher à l'extérieur de notre corps. Cependant, dans le cas des pathologies évoquées dans cette vidéo, l'air rencontre des obstacles qui entravent sa libre circulation et perturbent les échanges avec le sang. Par conséquent, l'oxygénation de notre organisme en souffre et devient moins efficace. Cela se traduit par une série de troubles physiques d'origine respiratoire, accompagnés de symptômes tels que l'essoufflement, la toux persistante, le déconditionnement musculaire et une altération de la saturation en oxygène dans notre sang. La capacité à réaliser des activités physiques se réduit progressivement et c'est ainsi qu'une spirale de déconditionnement se met en place. Nous nous trouvons pris dans un cercle vicieux où notre souffle se fragilise davantage. C'est ici que la réhabilitation respiratoire entre en jeu, avec pour objectif d'inverser cette spirale néfaste. Grâce à des méthodes spécifiques et à un accompagnement adapté, nous pouvons progressivement renforcer nos capacités respiratoires, retrouver une meilleure condition physique et améliorer notre qualité de vie. La réhabilitation respiratoire joue donc un rôle crucial dans cette démarche en offrant des outils et des techniques pour redonner à notre souffle toute sa vitalité, permettant de reprendre progressivement le contrôle sur notre santé respiratoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous espérons qu'elle a répondu à une grande partie de vos interrogations. Notre rôle est de vous accompagner tout au long de vos séances et de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant ce sujet. N'hésitez pas à les poser directement lors de vos séances. Votre compréhension et votre engagement sont essentiels pour optimiser votre progression. Merci encore et à bientôt.